Ce nouveau programme d'aide des États-Unis à l'Ukraine ne changera rien à la situation sur le champ de bataille. Nos forces armées continuent d'améliorer leur position. Les fonds alloués et les armes qui seront livrées en échange de cet argent ne feront rien que d'autres victimes parmi les Ukrainiens. Davantage d'Ukrainiens mourront, l'Ukraine subira davantage de pertes. Et puis nous sommes bien conscients que la plus grande partie de cet argent restera aux États-Unis. L'Amérique deviendra plus riche et gagnera les dividendes supplémentaires en fournissant de l'aide à l'Ukraine. Cela signifie que rien ne change. Margot, ça ne changera rien. Est-ce qu'ils sont sincères, ces Russes, quand ils répètent ça depuis quelque temps maintenant ? Écoutez, déjà, c'est la première fois aujourd'hui que le Kremlin réagit assez clairement sur cette aide américaine, puisque depuis quelques jours, on en parlait de manière assez évasive, mais cette fois-ci, le Kremlin dit assez clairement que ça aura des conséquences. On l'a entendu à l'instant dans les mots de Dmitri Peskov dans ce message audio, en disant que l'aide américaine n'aura pas de conséquences sur le front, mais que cela entraînera l'augmentation du nombre de morts ukrainiens. Ce qui veut dire, dans le langage russe, que la Russie va se préparer certainement à une riposte, comme c'est souvent le cas après l'annonce d'envoi d'armement occidental. Et aujourd'hui, dans la presse russe, cette information est relayée de manière très mesurée. Je dirais même qu'elle est presque étouffée par d'autres informations plus positives et victorieuses pour la Russie. Il n'y a pas d'impasse non plus sur cette actualité, comme on pourrait le croire, mais il n'y a pas non plus d'affichage clair de la crainte ou de la fébrilité du Kremlin, puisqu'on le sait, pour être honnête, ce n'est pas dans leur pratique ni dans leur technique de propagande. Ce qu'on peut constater tout de même, c'est que les informations publiées ici sur l'aide du Congrès à l'Ukraine se formalisent tout de même sur les divisions au sein même de la classe politique américaine. On vient d'entendre dans les mots de Dmitri Peskov concernant la stratégie future, puisque c'est ça justement que le Kremlin veut mettre en avant aujourd'hui, la fébrilité des régimes démocratiques occidentaux. On le voit également dans le deuxième volet de cette stratégie de communication russe, celle de consolider également son bloc qu'on appelle vulgairement le Sud global. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la connexion est très mauvaise et c'est pour ça que je ne suis pas dehors pour faire des duplex, parce qu'il y a le président Aliyev, président de l'Azerbaïdjan, qui est aujourd'hui à Moscou. Et justement, ces alliances-là sont extrêmement importantes et on l'a vu avec la déclaration de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe qui, elle, a dit clairement que les États-Unis agitaient les guerres dans le monde en soutenant avec cette enveloppe Israël, Taïwan et l'Ukraine. C'est donc un clin d'œil très clair à ses alliés actuels sur la scène internationale dont la Russie a besoin, la Chine et les pays arabes. Merci beaucoup Margot, merci pour toutes ces précisions. Pour le coup, c'est très intéressant d'avoir, je ne vais pas dire l'œil de Moscou, mais un œil à Moscou pour pouvoir décrypter cette communication constante du Kremlin. Colonel Goya, on se dit qu'il y a 1 à 2 semaines avant que l'armement américain puisse arriver, là, très vite. Est-ce que pendant ces 1 à 2 semaines, les Russes vont tout donner ? On voit qu'à Tchatchiviar, déjà, ça redouble encore plus d'intensité depuis ces dernières 24 heures. Oui, peut-être, mais dans les faits, il ne faut pas s'attendre non plus à une percée, à quelque chose de décisif. Depuis le mois de janvier, donc ça fait 4 mois, et ils ont réussi à s'emparer des 2 tiers de la surface, des 2 tiers de la principauté de l'Andorre. Donc c'est quand même pas phénoménal, quoi, comme pour l'armée russe. Donc oui, ils peuvent continuer à exercer la pression. Et, de toute façon, c'était quoi qu'il arrive, c'était leur stratégie de presser perpétuellement cette ligne de front, le ciel et la ligne de front. Ils vont peut-être mettre un coup d'accélérateur maintenant, si tant est qu'ils puissent le faire, parce qu'ils étaient déjà quand même un peu à fond, quoi. Mais sans espoir quand même d'obtenir la décision. Ils ne vont pas arriver jusqu'à Kramatorsk dans les 2 semaines. Ils ne vont pas arriver à faire tomber Tchatchiviar dans les 2 semaines, là. Vous y croyez pas? Non, ça paraît difficile. Ils peuvent avancer, bien sûr, ils peuvent grignoter, continuer à prendre des villages, mais en fait, ça ne change pas grand-chose à la situation stratégique. Toujours l'objectif symbolique affiché avec, vous savez, le 9 mai, tous les ans, on en parle. Les Russes qui veulent dire qu'ils veulent rapporter une grande victoire. Pour le 9 mai, ça avait été le cas pour Bakhmout. Enfin bref. Donc là, ils vont vouloir dire oui, Tchatchiviar. Ce qui, a priori, n'a jamais fonctionné depuis le début de cette guerre. La première année, j'étais à Kryvyi, je me rappelle, le 9 mai, on disait ils vont taper comme des malades sur Kryvyi parce que c'est la ville de naissance de Zelensky. Il n'y avait rien eu. Donc, bon. Oui, sauf que Zelensky, par exemple, si vous me permettez.
Mais bien sûr. Faites. Merci. Il a dit que oui, Chassifia, pour le 9 mai, c'est le jour de victoire. Deuxièmement, avec l'aide des Américains et sans l'aide, le chef de renseignement ukrainien, il prévient qu'il y aura le contre-offensive massive russe fin mai, début de juin. Et on parle de ça depuis un moment. Donc, évidemment que pour se battre, il faut des munitions. Sinon, les Ukrainiens vont reculer ou mourir tout simplement. Eh bien, on va l'écouter, si vous êtes d'accord, Kirill Boudanov. Avec plaisir. Il a fait cette déclaration. Alors, il est pessimiste. Est-ce qu'il y a un message derrière ou tout simplement une vraie part de réalisme par rapport à l'attitude des Russes? N'allons pas trop dans les détails, mais il y aura une période difficile à la mi-mai et début juin. L'armée russe mène une opération complexe. Nous pensons qu'une situation plutôt difficile nous attend dans un futur proche. Mais il faut comprendre que ce ne sera pas catastrophique. L'Armageddon ne se produira pas, contrairement à ce que beaucoup disent en ce moment. Mais il y aura des problèmes à partir de la mi-mai. On disait du réalisme. Et vous savez pourquoi je pense, M. Boudanov, il a parlé hier, c'était hier, il me semble. C'était hier soir à la télé. Parce que j'ai écouté l'interview entre M. Zelensky et NBC News. Et il avait les questions de la part de journalistes. Combien de temps ça va durer la guerre? Combien de temps les Américains vont soutenir la guerre en Ukraine? Et donc, et puis, succès. Vous nous promettez d'où vient cette réponse de M. Zelensky qui a dit on a une chance peut-être de se battre, de se tenir et de reconquérir quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a une presque ping-pong assez passive-aggressive, dans le sens que la journaliste pose la question combien de temps? Lui, il dit ça dépend de votre efficacité. À quel point vous allez en vitesse à nous envoyer l'aide quand on vous réclame depuis un moment. Deuxièmement, est-ce que le succès est garanti? Est-ce que vous allez percer? Est-ce que vous allez avoir la victoire? Parce que d'ailleurs, vous savez qu'il y avait 137 amendements dans la loi qu'ils ont voté dans ce package de l'aide. 137 amendements, parmi lesquels, par exemple, il avait absolument nécessaire que le Congrès peut voter quand les Ukrainiens envoient des stratégie qui montre les buts stratégiques et les manières dont ils vont obtenir. C'était une demande républicaine, mais il y a quelques mois même. Comme s'ils n'ont plus de confiance. Ils manquent de confiance en stratégie des Ukrainiens. C'est ça ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté cette interview. Il fallait surtout pour les Américains et pour les Républicains, il fallait faire passer le texte et ça a été quand même un dur combat. Donc ils étaient prêts à lâcher pas mal. Voilà, fallait justifier, on est d'accord. Oui, et ça c'est un crédit, ça reste un crédit, c'est pas juste un don. Colonel Goya, il y a une partie qui en il y a une partie qui par rapport à ce que dit Kirill Boudanov, même avec cette aide, en mai, il y aura des problèmes forcément. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il change. Il voyait fin mai, début juin des difficultés. Là, il le redit. Ça ne sera pas l'effondrement, ça ne sera pas Armageddon, mais il y aura quand même des problèmes. Oui, bien sûr qu'il y aura des problèmes. L'armée russe reste légèrement supérieure, on va dire, en un certain nombre de domaines. Les avions, déjà. Oui, déjà, il manque toujours des avions. La situation dans le ciel sera toujours difficile. Donc la situation, oui, sera toujours difficile encore pendant quelques temps. Donc même en défensive, ça restera compliqué, c'est ça ce que ça veut nous dire ou pas? Ce sera moins compliqué, notamment au sol, certainement. Les Ukrainiens vont pouvoir résister plus facilement. De toute façon, dans ce type de guerre de position, on en parlait tout à l'heure, c'est le nerf de cette guerre de position, ce sont les obus d'artillerie. Voilà, vous avez des obus, vous en avez beaucoup, plus que l'adversaire, vous pouvez neutraliser la défense et vous pouvez avancer. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire beaucoup moins de choses, forcément. Donc la situation, oui, va être difficile pendant encore quelques mois, mais bon, après tout, le front, il n'a pas bougé véritablement depuis 1 an et demi. Il est probable qu'il ne bougera pas beaucoup, au moins encore cette année. En parlant d'obus et des équilibres, 3 millions d'obus livrés par la Corée du Nord à la Russie et visiblement le trafic continue. On est avec Ulrich Bouna, merci d'être avec nous. Ces jours, ces semaines plutôt, vous les voyez comment vous? Les semaines à venir? Oui. Écoutez, je pense que ça a été un petit peu dit par le colonel Goya, c'est-à-dire qu'effectivement les Russes restent à l'offensive, ils ont depuis au moins 3-4 mois repris l'initiative sur l'ensemble du front. On est véritablement sur un grignotage qui profite déjà d'une capacité supérieure en hommes et en munitions de la part des Russes. Le fait que l'aide américaine commence à arriver probablement assez rapidement, notamment pour l'artillerie, ça va probablement aider à stabiliser le front, mais les problèmes de fond de l'armée ukrainienne, d'un manque global d'armement, d'un manque d'hommes aussi, qui est un problème vraiment interne à l'Ukraine, ces problèmes-là ne vont pas se résoudre d'un claquement de doigts, ça va prendre plusieurs mois, et donc effectivement, dans ce cadre-là, il est possible que les Russes conservent l'initiative. Mais donc ça va dans le sens de ce que dit un peu Kirill Boudanov, mais effectivement, il est quand même peu probable que les Russes arrivent à réaliser une véritable percée, puisqu'ils ont eux-mêmes leurs propres problèmes, déjà en termes militaires, et aussi, juste depuis 1 an et demi, comme ça vient d'être dit,
leur progression a quand même été relativement difficile et au prix de lourdes pertes. Ulrich Bouna, ce week-end dans le Parisien, vous déclariez que vous ne voyez pas d'offensive ukrainienne avant 2025. C'est un peu votre cas, c'est ce que vous nous disiez aussi. Vous faites partie de la team du colonel Goya, si j'ose dire. Donc là, on est sûr de ça, pas d'offensive au moins avant 2025. Non, oui, effectivement. Disons que si vous voulez, si on part du principe que les Ukrainiens vont avoir besoin effectivement de recruter quand même un certain nombre d'hommes, au moins probablement 100 000 peut-être. Donc effectivement, il va falloir déjà les recruter, ensuite les équiper. Il y a une question aussi ne fût-ce que budgétaire sur comment est-ce que tout ça va être financé. Il va falloir donc aussi les armer. Il va falloir aussi du coup récupérer des blindés, que ce soit de la part des Occidentaux ou de la part de futures usines qui vont commencer à monter en capacité courant 2024 et début 2025. Donc effectivement, dans ce cadre-là, il semble un peu difficile que les Ukrainiens reprennent l'initiative dans les prochains mois. Et l'autre problème, c'est qu'aussi, donc certes, il y a ce paquet de 60 milliards de dollars de la part des Américains, mais pour finalement planifier ce genre d'offensive et reprendre véritablement l'initiative, ça suppose aussi d'avoir de la visibilité sur ce qui va se passer ensuite. Il est très clair il semble peu probable côté américain qu'on puisse avoir d'autres paquets d'aide avant les présidentielles américaine de novembre, et côté européen, il faudra voir ce que les Européens sont capables de faire. Donc finalement, tout ça mis bout à bout fait qu'il est quand même peu probable que les Ukrainiens reprennent l'offensive dans les prochains mois. Et d'ailleurs, le creusement de ces 3 lignes de tranchées sur l'ensemble de la ligne de front semble effectivement montrer que les Ukrainiens se positionnent plutôt sur une posture défensive et vont tenter de lâcher le moins de terrain possible. Oui, ça permettra, ce package pourrait permettre aux Ukrainiens de continuer de se défendre et de se retrancher, parfois de s'enterrer. Et en ce qui concerne l'offensive russe qui, elle, est prévue pour le milieu ou la fin de l'été, ça, vous y croyez? Ils ont les moyens de le faire ou pas? Ou alors, là aussi, on nous en parle beaucoup, mais... C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a forcément un peu de communication de la part des Ukrainiens pour, entre guillemets, dramatiser les choses. Je pense que ça fait partie c'est un peu, la communication de guerre. Après, oui, du coup, les Ukrainiens étant en défensive, mécaniquement, les Russes vont continuer à tenter de prendre l'initiative. Néanmoins, finalement, côté russe, c'est un petit peu les mêmes problématiques, en moins grave, mais n'ont pas non plus des capacités humaines finalement énormes. Et on ne voit pas, en tous les cas, à l'heure actuelle, véritablement de constitution de nouveaux corps d'armée côté russe qui permettraient de lancer, par exemple, 100 000 hommes quelque part au sud ou pourquoi pas sur Kharkiv. Donc dans ce cadre-là, on a plutôt l'impression d'être sur toujours cette tactique de grignotage pour essayer de voir un peu partout, pour essayer de voir un petit peu où les Ukrainiens peuvent reculer. Mais effectivement, une grande offensive, en tous les cas, à l'heure actuelle, donc au 22 avril, on n'en voit pas véritablement non plus le contour.